On dit que le cœur se souvient de ce que l'esprit essaie d'oublier. J'ai appris cela à 73 ans, assise seule sur un banc froid d'aéroport, regardant ma famille disparaître à travers les portiques de sécurité comme des fantômes que j'avais invoqués par mon propre besoin désespéré d'être aimé. Mais laissez-moi commencer par le début. Ou peut-être le milieu. Avec le chagrin, il est difficile de savoir où une histoire finit et où une autre commence. Je m'appelle Marie. J'étais Marie la comptable, Marie l'épouse, Marie la mère. Maintenant, je ne suis que Marie la veuve, Marie le fardeau, Marie la réflexion après coup. Du moins, c'est ce que je pensais être jusqu'à ce que quelqu'un m'apprenne le contraire. L'héritage est arrivé en mars. Ma sœur Claudette avait toujours été pragmatique, celle qui anticipait. Même dans la mort, elle m'apprenait à vivre. 43 000 euros, dormant sur mon compte comme un point d'interrogation. Que fait une femme de 73 ans avec de l'argent inattendu quand sa vie semble déjà terminée? J'ai scruté le relevé bancaire pendant 3 jours. Devant ma fenêtre de cuisine, Paris s'éveillait au printemps. Des couples marchaient main dans la main rue de Rivoli. Des familles se rassemblaient aux terrasses des cafés, 3 générations partageant le même rire, les mêmes gestes, la même intimité décontractée dont je me souvenais. Avant la mort d'Henri. Avant que mon fils Philippe ne commence à me regarder comme si j'étais un problème à résoudre. Avant que ma belle-fille Isabelle ne commence à parler de moi à la 3e personne alors que j'étais assise là. L'idée m'est venue un jeudi. Je réorganisais le placard d'Henri pour la 4e fois cette année, respirant le fantôme de son eau de Cologne, lorsque j'ai trouvé la brochure de voyage. Cancun. Nous en avions parlé, lui et moi, à l'époque où parler d'avenir semblait possible plutôt qu'absurde. Imagine, avait-il dit en me tenant la main tandis que nous feuilletions des pages d'eau turquoise et de sable blanc, pas d'horaire, pas d'attente. Juste nous et l'océan. Mais Henri était parti, et j'étais là avec l'argent de Claudette et un besoin soudain et intense de les honorer tous les deux. J'emmènerais la famille à Cancun. Philippe, Isabelle et les jumeaux Luc et Emma, 16 et 15 ans, tout en angle vif et écran de smartphone. Nous partirions ensemble, et peut-être que dans ce paradis, nous nous souviendrions à nouveau de ce que signifie être une famille. J'ai appelé l'agence de voyage l'après-midi même. Madame Dubois, l'agent, avait une voix douce comme le miel. 5 personnes à Cancun, ai-je dit. La suite présidentielle au Grand Marina Resort. Vol en première classe. Tout. C'est très généreux, madame. Généreux. Quand la générosité était-elle devenue ma seule monnaie d'échange avec ma propre famille? Je veux réserver des excursions aussi, ai-je continué. Les ruines mayas, les cénotes, la croisière au coucher du soleil. Tout. Le total était ahurissant. 28 000 euros. Plus de la moitié du cadeau de Claudette. Mais l'argent, j'avais appris, n'était qu'un autre langage pour l'amour quand les mots manquaient. J'ai tout mis à mon nom. Les vols, l'hôtel, les activités. Ma carte de crédit, mes numéros de confirmation, ma responsabilité. Leur annoncer la nouvelle était plus difficile que réservé. Je les ai invités à dîner dimanche, comme je le faisais du vivant d'Henri. Comme je le faisais encore, même si maintenant, j'avais l'impression de supplier. On va à Cancun, ai-je annoncé par-dessus mon coq au vin, essayant d'avoir l'air confiant plutôt que désespéré. Le mois prochain. Tous. Le silence s'est étiré comme un souffle retenu. Philippe a regardé Isabelle. Isabelle a regardé son assiette. Les jumeaux ont regardé leur téléphone. Maman, a finalement dit Philippe, sa voix imprégnée de cette patience prudente qu'il utilisait quand il me trouvait déraisonnable. On ne peut pas tout plaquer pour des vacances. Pourquoi pas? Parce qu'on a des vies, des responsabilités. Les enfants ont école. On est en avril. Ils peuvent manquer quelques jours. Et le prix? A ajouté Isabelle sans lever les yeux. On n'a tout simplement pas les moyens. C'est payé? Dis-je doucement. Tout. C'est à moi. Un autre silence. Celui-ci plus sec, plus gênant. Avec quel argent? Demanda Philippe, et voilà. La question qui me réduisait à l'état d'enfant devant expliquer ses décisions à ses parents. Claudette m'a laissé de l'argent. Je veux l'utiliser pour la famille. Maman, il faut que tu sois pragmatique. Il faut que tu penses à ton avenir, à tes soins, à... Mais quoi? Mes frais d'obsèques?
Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Emma leva les yeux de son téléphone. Grand-mère, tu es sérieuse pour Cancun? L'espace d'un instant, juste un instant, je vis une lueur dans ses yeux. De la curiosité. Peut-être même de l'excitation. Complètement sérieux. Cool, dit-elle en souriant. C'était le premier sourire sincère que je recevais d'eux depuis des mois. Les 3 semaines suivantes furent une véritable leçon de participation réticente. Philippe et Isabelle firent des listes. Des listes pratiques. Isabelle a fait des recherches sur les caractéristiques d'accessibilité de l'hôtel, me parlant haut et fort de la disponibilité des fauteuils roulants et des chambres au rez-de-chaussée comme si j'étais déjà invalide. Nous devons être réalistes quant à tes limites, maman, a-t-elle déclaré lors d'une de nos séances de planification. La chaleur, la marche, les escaliers. On devrait peut-être envisager un complexe hôtelier plus adapté, voyageurs d'âge mûr. Voyageurs d'âge mûr. Un code pour les personnes âgées qui connaissent leur place. Ça fait 73 ans que j'arpente les rues de Paris, lui ai-je dit. Je pense que je peux me permettre une station balnéaire. Mais elle était déjà passée à autre chose, prenant des notes sur les chaussettes de compression, les chapeaux de soleil et le numéro de téléphone de l'hôpital le plus proche. Les jumeaux étaient plus enthousiastes, mais de la même manière que les adolescents s'enthousiasment pour les choses gratuites. Ils ont cherché des restaurants, des clubs de plage et des endroits dignes d'Instagram, construisant leurs propres vacances grâce à mon cadeau. Philippe restait sceptique. Tu es sûre, maman? Vraiment sûre? C'est beaucoup d'argent, beaucoup de planification. On devrait peut-être commencer plus petit. Peut-être la Normandie, ou la vallée de la Loire. Peut-être un endroit plus près de chez nous, où ta vieille mère, si embarrassante, ne serait pas un tel inconvénient. Claudette voulait que je vive, ai-je dit. Pas seulement exister. Vivre? Il n'a pas contesté. On ne discute pas avec les morts. Le matin de notre départ, je me suis réveillée à 4 heures du matin. Non pas d'anxiété, mais d'excitation. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un endroit où aller. Un endroit qui comptait. J'ai pris mes plus belles robes d'été, celles qui, disait Henri, me donnaient un regard méditerranéen. J'ai pris mes beaux bijoux, mon parfum préféré, mon rouge à lèvres qu'Isabelle disait toujours trop jeune pour moi. Trop jeune. À 73 ans, j'étais encore trop jeune pour le rouge à lèvres, mais trop vieille pour l'aventure. Le taxi est arrivé à 6 heures. Philippe et Isabelle attendaient déjà en bas avec les jumeaux, entourés de bagages comme s'ils fuyaient la guerre au lieu de partir en vacances. « Tu as fait tes bagages légers, grand-mère, a dit Luc en regardant ma seule valise. J'ai fait mes bagages intelligemment, ai-je corrigé. On va faire des achats. Ça fait partie du plaisir. À l'aéroport Charles de Gaulle, le chaos familier semblait différent. Excitant plutôt qu'écrasant. Nous nous sommes enregistrés au comptoir Air France et j'ai regardé l'agent traiter nos cartes d'embarquement avec une satisfaction qui m'a surprise. Madame Laurent, a-t-elle dit en me tendant la pile de documents. Vous êtes fin prête pour Cancun. Bon voyage. Madame Laurent. Le nom sur les réservations. Le nom qui a rendu tout cela possible. La sécurité était un labyrinthe de fils et de procédures. J'avançais lentement, prudemment, consciente que ma famille m'observait comme si j'allais m'effondrer ou faire une scène. J'ai besoin d'un café, a annoncé Philippe après le contrôle. Quelqu'un d'autre veut un café? Je reste avec les bagages, ai-je proposé. C'était mon habitude. La gardienne désignait des sacs, des manteaux et des sacs à main pendant que tout le monde se déplaçait librement. Parfait, a dit Isabelle en se dirigeant déjà vers le café. On revient tout de suite. Les jumeaux suivirent sans poser de questions. Philippe s'attarda un instant. Tu es sûr que tu vas bien ici, maman? Tu as ton téléphone? Tes médicaments? Je vais bien, dis-je en m'installant sur une chaise près de notre porte d'embarquement. Prends ton temps. Il me serra l'épaule, l'espace d'un instant, je me sentis comme sa mère plutôt que comme un fardeau. Je les regardai s'éloigner, leurs voix se fondant dans le bruit blanc de l'aéroport. Autour de moi, des voyageurs s'attaient vers leurs propres aventures. Des familles réunies, des couples en lune de miel, des voyageurs d'affaires déterminés. J'ouvris mon sac à main et en sortis le dossier contenant notre itinéraire. 5 cartes d'embarquement, 5 confirmations d'hôtel, 5 billets pour le paradis.
Le tableau des départs indiquait le statut de notre vol, à l'heure, embarquement dans 20 minutes. Je regardais vers le café où ma famille s'était rendue. La file d'attente était longue, serpentant autour des barrières et s'étendant hors de ma vue. Ils allaient prendre un certain temps. 15 minutes. 10 minutes. 5 minutes. L'agent d'embarquement annonça l'embarquement pour les passagers de première classe. Je me levai, regardai une dernière fois vers le café et sentis une sensation de froid et de terreur m'envahir la poitrine. Il ne reviendrait pas. Cette prise de conscience me frappa comme un coup de poing. Je me tenais là, entouré de nos bagages, à regarder les autres passagers monter dans l'avion, et j'ai compris avec une clarté parfaite et horrible ce qui s'était passé. Ils m'avaient abandonné. Pas par accident. Pas par confusion. Ils avaient fait un choix, un calcul, la décision que j'étais trop pénible pour le paradis. Mes mains tremblaient tandis que je tendais la main vers mon téléphone. Le numéro de Philippe tombait directement sur la messagerie vocale. Ici Philippe. Laissez un message. Où êtes-vous? Ai-je murmuré dans le téléphone. L'avion embarque. Où êtes-vous? J'ai essayé d'appeler Isabelle. Messagerie vocale. Les jumeaux n'ont même pas répondu. L'agent d'embarquement a appelé pour l'embarquement général. Les passagers ont défilé devant moi, bavardant avec enthousiasme de leur projet de vacances. Je me suis rassis, les jambes soudainement instables. Ils avaient fait ça délibérément. Prévu. En avaient-ils discuté? Probablement au petit-déjeuner ce matin. Comment gérer maman à l'aéroport? Elle va nous ralentir, nous causer des problèmes, nous embarrasser. Perdons-la à la sécurité. Dis-lui d'attendre quelque part. Le temps qu'elle s'en rende compte, nous serons partis. Mais et les billets? Elle s'en remettra. Comme toujours. Je fermai les yeux et sentis le poids de 73 ans de prudence, de prévenance et d'accommodement. De m'être fait plus petit pour que les autres puissent s'épanouir. De m'être sacrifié pour le confort des autres au mien. La voix de Claudette résonna dans ma mémoire. Marie, tu as passé ta vie à attendre la permission de vivre. Qui attends-tu exactement? L'annonce de l'embarquement retentit. Dernier appel. J'ouvris les yeux et regardai les cartes d'embarquement dans ma main. 5 billets pour Cancun. 5 places en première classe. 5 chances d'aller au paradis. Mais une seule personne les avait payées. Je me levai, pris mon sac à main et me dirigeai vers l'agent d'embarquement. Excusez-moi, dis-je d'une voix plus forte que je ne le pensais. Je dois modifier ma réservation. Bien sûr, madame. Que puis-je faire pour vous? Je dois annuler 4 passagers de ce vol. Gardez en un. Elle me regarda avec une inquiétude professionnelle. Il y a un problème? Une urgence? Non, dis-je en lui tendant mon passeport et ma carte d'embarquement. Il y a eu une clarification. L'appel à l'agence de voyage suivit. Madame Dubois? Ici Marie-Laurent. Je dois modifier ma réservation pour Cancun. Bien sûr, madame. Que puis-je faire? Je dois passer de 5 invités à un seul. Juste moi? Juste vous? Mais n'avez-vous pas réservé pour votre famille? Si. Mais parfois, la famille vous déçoit. Il y eut un silence. Je vois. Bon, puisque tout est à votre nom, nous pouvons certainement faire ces changements. Voulez-vous que je vous réserve sur le prochain vol disponible? S'il vous plaît. Il y a un vol qui part à 15 heures. Est-ce que ça vous convient? Je regardai ma montre. 11h30. Assez de temps pour acheter une garde-robe de vacances digne de ce nom, pour déjeuner dans un vrai restaurant, pour me rappeler ce que c'était que de prendre des décisions par soi-même. Parfait. J'ai laissé leurs bagages au service de sécurité de l'aéroport, accompagné d'un mot. Cher Philippe, Isabelle, Luc et Emma. J'espère que vous comprenez que chaque acte a des conséquences. Je serai à Cancun, profitant des vacances que j'ai planifiées et payées. Cela vous donnera peut-être le temps de réfléchir à ce que signifie vraiment la famille. Bisous, maman. Puis je suis allé faire du shopping. Les Galeries Lafayette avaient une boutique à l'aéroport. J'ai acheté 3 nouvelles robes d'été, un maillot de bain qui me donnait l'impression d'être une femme plutôt qu'une grand-mère, des sandales qui n'étaient pas raisonnables et un chapeau à large bord qui criait vacances. J'ai déjeuné dans un bistrot avec vue sur la piste,
commandé une coupe de champagne et porté un toast à Claudette. À la vie, ai-je dit à voix haute, sans me soucier de qui m'entendait. Le vol pour Cancun a été une révélation. Assise en première classe, avec du champagne et de la vraie argenterie, et une hôtesse de l'air qui m'appelait « Madame » au lieu de « Cher », je me suis souvenu de qui j'étais. Marie, la comptable, avait géré des budgets pour des multinationales. Marie, la voyageuse, qui avait autrefois voyagé sac au dos à travers l'Europe avec Henri. Marie, la femme, qui avait des opinions, des rêves et les moyens de les réaliser. J'ai engagé la conversation avec la passagère à côté de moi, une femme de mon âge voyageant seule pour retrouver des amis. Bravo, m'a-t-elle dit quand je lui ai raconté mon aventure en solo. Mes enfants me trouvent folle de voyager seule à mon âge. Mais folle n'est qu'un autre mot pour dire libre. Libre? Quand avais-je cessé d'être libre? Cancun m'a frappé comme une étreinte chaleureuse. Les couleurs étaient plus vives que n'importe quelle photo. L'air sentait le sel et le potentiel. Le Grand Marina Resort était aussi beau que la brochure l'avait promis. Bienvenue à Cancun, Madame Laurent, m'a dit le concierge en me tendant une boisson fruitée avec un parapluie. Nous vous accueillons dans la suite présidentielle. J'espère que vous apprécierez votre séjour. La suite présidentielle. Initialement prévue pour 5 personnes, elle est désormais à moi. Debout sur le balcon, face à la mer des Caraïbes, j'ai ri. J'ai ri pour de bon, pour la première fois depuis des mois. Le dîner du premier soir s'est déroulé dans le meilleur restaurant du complexe. Je portais ma nouvelle robe rouge, mes beaux bijoux et mon rouge à lèvres, apparemment trop jeune pour moi. Dîner seul, a demandé le maître d'hôtel. Dîner seul, ai-je corrigé. Il y a une différence. Il m'a installé à une table avec une vue imprenable sur l'océan. J'ai commandé du homard, du champagne et un soufflé au chocolat, des plats que je n'aurais jamais commandés si je m'étais soucié du budget ou des restrictions alimentaires des autres. À la table voisine, un groupe de femmes de mon âge fêtait l'un de leurs anniversaires. Elles étaient bruyantes, joyeuses, prenant l'espace sans complexe. « Excusez-moi » a dit l'une d'elles en me remarquant. « Vous voyagez seule ?»« Oui » ai-je dit. « Tant mieux. Nous sommes les filles chéries de Guadalajara. Enfin, pas vraiment, mais nous aimons à le penser. Voulez-vous vous joindre à nous? Nous sommes sur le point de commander une autre bouteille de vin. » J'ai regardé leur table, pleine de rire et de vie et de femmes qui avaient décidé que l'âge n'était qu'un chiffre. « J'adorerais ça » ai-je dit. Et juste comme ça, j'ai eu des amis. Margaret de Toronto, fêtant ses 70 ans avec un cadeau de divorce de son ex-mari. Suzanne de New York, une enseignante à la retraite qui s'était promis de voir le monde. Patricia de Londres, une grand-mère qui avait scandalisé sa famille en réservant un voyage en solo au Mexique. Nous avons passé l'heure suivante à partager des anecdotes, à comparer nos aventures et à planifier le lendemain. « Tu dois venir au club de plage avec nous demain » a dit Margaret. On a réservé des cabanas, on va boire des pina coladas et faire semblant d'avoir 25 ans. Je suis partante, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Ce soir-là, dans mon immense suite, j'ai appelé Philippe. Il a répondu à la première sonnerie. « Maman? Où es-tu? » On est revenu à la porte d'embarquement et tu étais parti. Tes bagages sont là, mais... Je suis à Cancun, ai-je dit calmement. Silence. Tu es quoi? Je suis à Cancun. Au Grand Marina Resort. Dans la suite présidentielle. Je profite des vacances que j'ai planifiées et payées. Mais comment? Comment ai-je réussi à prendre l'avion toute seule? Comment ai-je pu me repérer dans un aéroport étranger? Comment me suis-je enregistrée à l'hôtel? Philippe, j'ai 73 ans, je ne suis pas mentalement déficiente. Maman, on prenait juste un café. On revenait. Non, pas du tout. Nouveau silence. On pensait que ce serait plus facile si tu restais à la maison. Le voyage te semblait long. Plus facile pour qui? Il ne répondit pas. Profite bien de ton café, Philippe. Je vais profiter du paradis. Je raccrochai et éteignis mon téléphone. De l'autre côté de ma fenêtre, l'océan était d'une soie noire parsemée de clairs de lune. Quelque part à Paris, ma famille devait tenir une réunion d'urgence à propos de la vieille folle qui les avait tous déjoués. Mais là, à cet instant précis,
J'étais exactement là où j'étais censé être. Le lendemain matin, je me suis réveillé sous le soleil, avec le room service et le bruit des vagues. J'ai enfilé mon nouveau maillot de bain, mon chapeau à large bord et mes lunettes de soleil qui me donnaient l'impression d'être une star de cinéma. Puis je suis allé retrouver mes nouveaux amis. Le club de plage était tout ce que j'avais imaginé, et même plus. Sable blanc, eau turquoise et un bar qui servait des boissons dans des noix de coco. « Tu es magnifique », a dit Suzanne en me voyant. « Cette couleur te va à ravir. » À quand remonte la dernière fois que quelqu'un m'a complimenté sur mon apparence plutôt que sur ma gestion du quotidien? Nous avons passé la journée à nager, à lire et à parler de tout et de rien, sauf des familles qui avaient essayé de limiter nos aventures. Ma fille pense que je devrais tricoter des couvertures pour une œuvre caritative, a dit Patricia. Je lui ai dit que je préférerais nager dans les Caraïbes. La mienne pense que je devrais garder mes petits-enfants, a ajouté Margaret. Je lui ai dit que je préférerais découvrir de nouveaux endroits. Et toi, Marie, a demandé Suzanne. Que pense ta famille que tu devrais faire? Apparemment, j'attends de mourir, ai-je dit, et nous avons tous ri. Mais ce n'était pas vraiment drôle. Le 3e jour, mon téléphone a sonné. Emma. Grand-mère? Tu es vraiment à Cancun? Oui. Seule? Avec des amis. Des amis? Des gens qui voulaient passer du temps avec moi. Une pause. Je peux te rappeler plus tard? J'ai quelque chose à te dire. Bien sûr, ma chérie. Elle a appelé ce soir-là. Grand-mère, j'ai quelque chose à te dire. Ce qu'on a fait à l'aéroport, ce n'était pas spontané. On l'avait planifié. Mon cœur s'est serré, mais j'ai gardé une voix calme. Je sais. Papa et maman, ils avaient peur que tu ne supportes pas le voyage. Ils ont dit que ce serait stressant, que tu nous ralentirais, qu'il valait peut-être mieux que tu restes à la maison. Et toi, qu'en as-tu pensé? J'ai trouvé ça méchant. Mais je n'ai rien dit. J'aurais dû dire quelque chose. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'ai 16 ans, je suis stupide et je pensais que les adultes avaient toujours raison. J'ai fermé les yeux. Emma, parfois les adultes ont tort. Parfois, ils ont peur, ils sont fatigués ou ils n'ont tout simplement pas les idées claires. Tu t'amuses bien? Sans nous? Je passe un super moment? Bien. Tu mérites de t'amuser. Le lendemain, j'ai reçu un appel du concierge de l'hôtel. Madame Laurent? Votre famille est arrivée. Ils sont à la réception et demandent des nouvelles de votre chambre. Mon estomac s'est noué. Ils sont là? Oui, madame. Ils ont l'air contrariés. Ils disent qu'ils sont de votre famille et qu'ils ont besoin de vous voir. J'ai regardé l'océan, le paradis parfait que je m'étais créé. Dis-leur que je les retrouve au bar du hall dans 1 heure. Ils m'attendaient à mon arrivée, regroupés autour d'une table comme des réfugiés de leurs propres erreurs. Philippe s'est levé en me voyant. Maman. Philippe. Isabelle avait l'air mal à l'aise. Les jumeaux regardaient partout sauf moi. On est venu te chercher, dit Philippe. Je ne suis pas prêt à rentrer. Mais maman, c'est irresponsable. Tu ne peux pas disparaître dans un autre pays sans prévenir personne. Je t'ai dit exactement où j'étais. Mais tu ne peux pas voyager seul. À ton âge. Philippe, j'ai 73 ans, pas 7. Je prends mes décisions moi-même depuis des décennies. Isabelle s'éclaircit la gorge. On s'inquiète pour toi. Ce comportement, ça ne te ressemble pas. Quel comportement? Partir en vacances que j'avais planifié et payé? Nous laisser à l'aéroport, dit Philippe. C'était cruel? Le mot flottait dans l'air comme une accusation. Cruel. Je m'assis en face d'eux, mes nouveaux amis m'ayant appris que je n'avais pas besoin de rester debout quand je pouvais m'asseoir, ni de faire preuve de complaisance quand je pouvais m'affirmer. Laissez-moi vous parler de la cruauté, dis-je doucement. La cruauté, c'est faire sentir à quelqu'un un fardeau parce qu'il veut partager la joie avec sa famille. La cruauté, c'est abandonner quelqu'un à l'aéroport parce qu'on a décidé qu'il était trop pénible pour le paradis. On ne vous a pas abandonné, protesta Isabelle. On pensait juste. Vous pensiez quoi? Que j'étais trop vieux, trop lent, trop gênant pour vos vacances. Ce n'est pas
C'est exactement ce que vous pensiez. Et vous savez quoi? Vous aviez raison de vous inquiéter. Parce que je suis vieux, et je suis lent, et je vous aurais probablement mis dans l'embarras. Ils parurent effondrés. Mais voilà ce que tu n'as pas pris en compte, ai-je continué. Je suis aussi intelligente et débrouillarde, et j'ai parfaitement le droit de profiter des vacances que j'ai planifiées et payées. Avec ou sans toi. Emma prit la parole la première. Grand-mère, nous sommes désolés. Vraiment. Je sais que tu le es, ma chérie. Mais être désolé ne résout pas ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui le fait? Demanda Luc. Je regardai mon petit-fils, le regardai avec attention. Il était presque un homme maintenant, assez grand pour comprendre les conséquences et les choix. L'honnêteté, dis-je. Le respect. Me traiter comme une personne plutôt que comme un problème. On peut y arriver, dit Philippe rapidement. On peut. Et toi? Parce que de là où je suis, vous semblez tous assez choqués que j'ai réussi à me rendre à Cancun et à passer un bon moment sans toi. Ils échangèrent un regard. On est choqués, admit Isabelle. On pensait que tu avais besoin de nous. J'ai besoin de toi. Mais j'ai besoin que tu m'aimes, pas que tu me gouvernes. J'ai besoin que tu m'inclues, pas que tu me tolères. La conversation a duré 2 heures. Il y a eu des larmes, des excuses, des explications qui n'expliquaient rien et tout. Philippe a admis qu'il avait eu peur de me perdre, alors il avait essayé de m'envelopper de coton. Isabelle a admis qu'elle me voyait comme fragile, une responsabilité à gérer plutôt qu'une personne dont on peut profiter. Les jumelles ont avoué avoir eu honte de l'âge de leur grand-mère, craignant que leurs amis ne les méprisent. Mais tu sais quoi? A dit Emma. Quand j'ai raconté à mes amis ce que tu faisais, ils ont trouvé ça génial. Ils disaient, ta grand-mère est une chef. Une chef? Ai-je demandé. Ça veut dire cool. Puissant. Quelqu'un qui ne supporte pas les critiques de personne. Le langage, Emma, a dit Isabelle machinalement. Non, ai-je dit. Laisse-la parler. J'aime être une chef. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble. Non pas comme la famille qui m'avait abandonné à l'aéroport, mais comme la famille que nous pourrions devenir. Je leur ai parlé de mes nouveaux amis, du club de plage, de la liberté que j'avais découverte en ma propre compagnie. Ils m'ont parlé de leur vol de retour, de la culpabilité, de la décision de réserver des billets de dernière minute pour Cancun. On ne pouvait pas te laisser seul ici, a dit Philippe. Pourquoi pas? Parce que tu es notre famille. Parce qu'on t'aime. Parce qu'on a fait une erreur et qu'on voulait arranger les choses. Et parce que l'hôtel est déjà payé, a ajouté Luc, essayant de détendre l'atmosphère. Il y a ça, ai-je acquiescé. Le lendemain matin, j'ai pris le petit déjeuner avec mes amis et leur ai parlé de la réconciliation familiale. Tu vas passer le reste de ton voyage avec eux? A demandé Margaret. Une partie, ai-je dit. Mais pas tout. J'ai appris que j'aime trop ma propre compagnie pour l'abandonner complètement. Tant mieux pour toi, a dit Patricia. La famille est importante, mais l'indépendance aussi. En plus, ajouta Suzanne, nous avons réservé la croisière au coucher du soleil ce soir. Tu ne peux pas nous abandonner pour ta famille. Je n'en rêverais même pas, dis-je. Ce soir-là, je suis parti en croisière au coucher du soleil avec mes amis pendant que ma famille dînait à l'hôtel. Nous avons dansé sur le pont du catamaran, trinqué au coucher du soleil avec du champagne et ri à en mourir. Tu sais ce que j'aime dans ce voyage? Demanda Margaret en regardant le soleil se coucher sur l'océan. Nous ne sommes ni mère, ni grand-mère, ni épouse de qui que ce soit en ce moment. Nous sommes juste des femmes qui vivent une aventure. Parle pour toi, dis-je. Je suis toujours grand-mère. Je suis juste une grand-mère qui sait s'amuser. Le lendemain, nous sommes tous allés aux ruines Mayas ensemble. Ma famille, mes amis et moi. J'avais fait des recherches avant le voyage, lu des ouvrages sur l'histoire et la culture de la péninsule du Yucatan. En parcourant les structures anciennes, je me suis retrouvé à jouer les guides touristiques. Voici la pyramide de Kukulkan, expliquai-je au groupe. Elle est conçue de telle sorte qu'aux équinoxes de printemps et d'automne, l'ombre crée l'illusion d'un serpent descendant les marches. Comment savez-vous tout ça? Demanda Luc, sincèrement impressionné. Je lis, répondis-je. Je suis vieille,
pas ignorante. Et Marie. Grand-mère, tu es une véritable encyclopédie ambulante. Je préfère Wikipédia ambulant, corrigez-je. Plus moderne. Ce soir-là, nous avons dîné en famille sur la plage. Rien que nous, les pieds dans le sable, avec le bruit des vagues en fond sonore. Maman, dit Philippe, je dois m'excuser. Pas seulement pour l'aéroport, mais pour la façon dont je te traite depuis la mort de papa. Comment me traites-tu? Comme si tu étais brisé. Comme si tu avais besoin d'être soigné, géré ou protégé au lieu d'être simplement aimé. J'avais besoin de protection, dis-je, mais pas de l'aventure. De la solitude. Du sentiment d'inutilité. D'être traitée comme si j'étais déjà morte. J'essayais de te protéger. De quoi? De la vie? Il n'avait pas de réponse. Isabelle prit la parole. Je pensais être utile. Pratique. M'assurer que tu ne sois ni blessé ni déçu. En pensant que je ne pouvais pas gérer la déception. En pensant que je savais ce qui était le mieux pour toi. Et toi, qu'est-ce qui était le mieux? Le calme. La routine. Pas de surprise. Pas de risque. Ce n'est pas vivre, dis-je. C'est juste exister. Je le sais maintenant. Les jumeaux étaient plus silencieux, mais ils écoutaient. Vraiment. Grand-mère, dit finalement Emma, quand on est vieux, on se sent encore jeune intérieurement. Tous les jours, dis-je. Je me regarde dans le miroir et je me demande qui est cette vieille femme, parce qu'au fond, j'ai encore l'impression d'avoir 25 ans. Alors pourquoi traitons-nous les personnes âgées comme si elles étaient différentes? Parce qu'on a peur, dis-je. Peur de vieillir nous aussi, peur de perdre les êtres chers, peur d'être oubliés. On ne t'oubliera pas, dit Luc. J'espère que non. Mais surtout, j'espère que tu te souviendras que je suis toujours là. Toujours en vie, toujours intéressé par le monde, toujours capable de surprendre. Notre dernière nuit à Cancun, l'hôtel a organisé une fête sur la plage. Ma famille voulait rentrer tôt à la chambre, mais je suis resté. J'ai dansé avec mes amis, avec des inconnus, avec tous ceux qui me le demandaient. J'ai bu des pina coladas et ri à des blagues en espagnol que je ne comprenais pas. Regardez votre grand-mère, ai-je entendu quelqu'un dire. Elle est incroyable. Je me suis retourné et j'ai vu Philippe me regarder danser, le visage empli d'une expression que je n'avais pas vue depuis des années. La fierté. Il s'est approché de moi tandis que la musique ralentissait. Maman, puis-je danser? Bien sûr. Nous nous sommes balancés ensemble sur le sable, mère et fils, sous un ciel étoilé. Je suis désolé, a-t-il répété. Pour tout ça? Je sais. Comment arranger ça? Comment faire mieux? En te rappelant que je suis toujours ta mère, pas ton enfant. En me demandant ce que je veux au lieu de décider pour moi. En m'incluant dans tes vies au lieu de juste me surveiller. On peut y arriver? Et toi? Parce que ce ne sera pas la dernière fois que je veux faire quelque chose qui te fait peur. Il s'est reculé pour me regarder. Qu'est-ce que tu prévois d'autre? Je ne sais pas encore. Mais j'ai 73 ans, je ne suis pas morte. Il y a encore des endroits à voir, des choses à apprendre, des aventures à vivre. Avec ou sans nous? De préférence avec. Mais si nécessaire, sans. Le voyage de retour fut différent. Nous nous sommes assis ensemble, nous avons vraiment discuté. Les jumeaux m'ont montré leurs photos préférées du voyage. Isabelle m'a posé des questions sur mes amis et semblait sincèrement intéressée par les réponses. Philippe n'arrêtait pas de me regarder comme s'il me voyait pour la première fois. Quoi? Ai-je finalement demandé. Tu es différente, a-t-il dit. Plus forte, d'une certaine manière. Je suis la même personne que j'ai toujours été. Tu as juste oublié de regarder. De retour à Paris, les choses ont progressivement changé. Emma a commencé à m'appeler plus souvent, pas seulement pour prendre de mes nouvelles, mais pour parler de l'école, des garçons, de ses rêves d'avenir. Luc m'a demandé de l'aider pour un projet d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Tu l'as vécu, grand-mère. Tu es comme une source primaire. Philippe et Isabelle m'invitaient à dîner une fois par semaine, mais ils me demandaient aussi mon avis sur des choses. Des choses concrètes. Des choses importantes.
On envisage de rénover la cuisine, m'a dit Isabelle un soir. Qu'en penses-tu? Je pense que tu devrais faire ce qui te plaît, ai-je répondu. Mais si tu veux mon avis, je pense que tu devrais ajouter plus de lumière. Tu nous aiderais à la concevoir? J'adorerais. 3 mois après Cancun, j'ai reçu un appel de Margaret. Marie, on prévoit un autre voyage. Au Maroc cette fois. Tu es partante? Quand? Le mois prochain. 2 semaines à Marrakech et Fès. J'y ai réfléchi exactement 30 secondes. Je suis partante. Et ta famille? Et eux? Ils ne vont pas s'inquiéter? Probablement. Mais ils seront aussi fiers. Et s'ils ne le sont pas, c'est leur problème, pas le mien. Quand j'ai parlé du Maroc à Philippe, il n'a même pas sourcillé. Ça a l'air génial, maman. Tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit? Recherche, réservation, emballage. Je m'en occupe, ai-je dit. Mais merci de ton offre. Tu m'enverras des photos? Bien sûr. Et seras-tu prudente? Aussi prudente que nécessaire. D'accord. Amuse-toi bien. J'écris ceci depuis Marrakech, assise dans la cour d'un riad, à boire du thé à la menthe et à regarder le coucher de soleil peindre les murs en rose et or. Demain, mes amis et moi partons pour l'Atlas. La semaine prochaine, on prend un cours de cuisine. Après, qui sait? L'argent de Claudette est presque épuisé, dépensé en aventures, en souvenirs et en l'acte radical de vivre pleinement. Mais je ne m'inquiète plus pour l'avenir. Je suis trop occupée à profiter du présent. Ce matin, j'ai reçu un texto d'Emma. Grand-mère, j'ai 17 ans maintenant et je pensais prendre une année sabbatique avant l'université. Peut-être voyager, découvrir le monde. Qu'en penses-tu? J'ai souri en répondant, je crois que le monde t'attend, ma chérie. Et je pense que tu es assez courageuse pour l'affronter. Ça te dirait qu'on voyage ensemble un jour? Enfin, si tu n'es pas trop occupée par tes propres aventures? J'adorerais, ai-je répondu. Mais attention, je ne ralentis plus pour personne. Bien. Je ne voudrais pas que tu le fasses. Ce soir-là, j'ai appelé Philippe. Maman, comment est le Maroc? Chaud, chaotique, magnifique. Tout ce que j'avais espéré. Je suis si fier de toi, dit-il, et j'entendis un sourire dans sa voix. Pourquoi? Pour nous avoir appris ce que signifie vraiment vivre. Pour nous avoir montré que l'âge n'est qu'un chiffre. Pour avoir eu le courage de nous laisser à l'aéroport. Ce n'était pas une question de courage, dis-je. C'était une question de désespoir. Assez désespéré pour me choisir moi-même, pour une fois. Eh bien, je te suis reconnaissant pour ton désespoir. J'ai 73 ans. J'ai été veuf, abandonné, sous-estimé et rejeté. Je suis aussi né de nouveau, épanoui, célébré et aimé. Le cœur se souvient de ce que l'esprit essaie d'oublier, mais parfois, le cœur enseigne aussi à l'esprit de nouvelles leçons. Première leçon, on n'est jamais trop vieux pour se surprendre. Deuxième leçon, la famille est importante, mais l'indépendance l'est tout autant. Troisième leçon, la meilleure vengeance est de bien vivre. Ils m'ont laissé à l'aéroport, ignorant que j'avais payé le voyage. Alors j'ai quand même fait le voyage. Et j'ai découvert que la personne que j'attendais depuis le début, c'était moi. L'océan m'appelle, et je suis enfin prête à répondre. Mais laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après le Maroc. Car cette histoire, ce bilan, ne se résume pas à des métaphores de coucher de soleil et à des résolutions bien rangées. La vraie vie est plus compliquée que ça. Je suis rentrée de Marrakech et j'ai trouvé Philippe qui m'attendait dans mon appartement. Pas en visite. En attente. Maman, il faut qu'on parle. Il avait utilisé sa clé, celle que je lui avais donnée en cas d'urgence. Il était assis à ma table de cuisine avec une pile de papier et l'expression qu'il avait lorsqu'il s'apprêtait à m'annoncer une mauvaise nouvelle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé en posant ma valise. « J'ai pensé à tes finances. Le voyage, les dépenses. L'héritage de Claudette est presque épuisé. » « Je sais. Et toi? Tu comprends vraiment ce que ça veut dire? » Je me suis assise en face de lui, soudain fatiguée, sans aucun rapport avec le décalage horaire. Ça veut dire que j'ai vécu, Philippe. Ça veut dire que j'ai utilisé l'argent à bon escient.
Son but est la sécurité, la stabilité, la planification de l'avenir. L'avenir de qui? La question nous trottait entre les doigts comme un défi. Il étala les papiers sur la table. Relevé bancaire, portefeuille d'investissement, police d'assurance. Les mathématiques de ma mortalité, présentées en colonnes bien nettes. À ce rythme-là, tu n'auras plus rien d'ici 1 an. Et après? Ensuite, tu auras besoin de soins, d'assistance. Tu devras emménager chez nous ou dans un établissement, et de toute façon, tu auras besoin d'argent. De l'argent que je n'aurai pas parce que je l'ai dépensé pour vivre. De l'argent que tu n'auras pas parce que tu l'as dépensé pour des voyages futiles. Frivole. Le mot me fit l'effet d'une claque. Frivole, répétai-je. Cancun était frivole. Le Maroc était frivole. Les dîners avec mes amis, les robes qui me faisaient me sentir belle, les aventures qui me rappelaient que j'étais encore en vie. Tout était frivole. Maman, je ne voulais pas dire. Tu pensais exactement ce que tu as dit. Tu trouves la joie frivole quand elle vient de quelqu'un de mon âge. Je pense que la responsabilité? Responsabilité envers qui? Envers toi? De m'assurer de mourir avec assez d'argent pour couvrir mes frais funéraires? Envers toi-même. Envers ton futur moi qui pourrait avoir besoin de soins médicaux ou d'assistance. Mon futur moi est reconnaissant que mon présent ait choisi de vivre. Nous sommes restés assis en silence, le poids des vérités non dites pesant sur nous. Finalement, Philippe a pris la parole. J'ai peur, maman. Peur de te perdre, peur de ne pas pouvoir prendre soin de toi, peur de te voir devenir quelqu'un que je ne reconnais pas. Tu as peur que je sois heureuse. J'ai peur que tu sois imprudente. Quelle est la différence? Ce soir-là, après le départ de Philippe, je me suis assise dans mon salon, entourée de souvenirs de mes voyages. De la poterie marocaine. Des textiles mexicains. Des photos de moi riant avec des amis dont je me souviendrai toujours. Je pourrais tout vendre, redevenir Marie prudente, Marie pragmatique, Marie qui a économisé chaque euro pour un avenir qui pourrait ne jamais arriver. Ou je pourrais finir ce que j'ai commencé. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Madame Dubois à l'agence de voyage. Marie, comment s'est passé le Maroc? Transformateur. Je dois réserver un autre voyage. Magnifique. Où vas-tu cette fois-ci? Inde. Rajasthan. Je veux voir les palais, monter à dos de chameau, manger un curry qui me met le feu. C'est excitant. Quand aimerais-tu voyager? Le plus tôt possible. Avant que je ne perde mon sang-froid. Le lendemain matin, Emma appela. Grand-mère, papa dit que tu prévois un autre voyage. Moi aussi. Il dit que tu dépenses tout ton argent. Moi aussi. Il dit qu'il s'inquiète pour toi. Il l'est. Un silence. Ça va? Je vais mieux que bien, ma chérie. Je suis en vie. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Quand tu étais jeune, imaginais-tu faire le tour du monde à 73 ans? Quand j'étais jeune, je pensais être morte à 73 ans. Mais tu n'es pas morte. Non, je ne le suis pas. Alors pourquoi fais-tu semblant? Une fille intelligente, ma petite fille. Elle comprend mieux que son père. Peut-être parce qu'elle est assez jeune pour comprendre que le temps n'est pas infini, que les occasions ne se présentent pas 2 fois, qu'attendre le moment parfait revient à rater celles, imparfaites, qui sont pourtant parfaites. Grand-mère. Oui. J'ai parlé de tes voyages à mes amis. Ils te prennent pour une légende. Une légende? Quelqu'un qui fait des choses que les autres ont trop peur de faire. Et toi, qu'en penses-tu? Je crois que tu nous apprends le courage. Cet après-midi-là, je suis allé à la banque. Le gérant, Monsieur Bernard, me connaissait depuis 20 ans. Il avait géré le prêt hypothécaire de l'appartement qu'Henri et moi avions acheté, avait géré nos comptes de retraite, m'avait guidé dans les méandres financiers du veuvage. Madame Laurent, j'ai suivi l'activité de votre compte. J'en suis sûr. Les frais de voyage, les retraits d'argent. Vous sentez-vous bien? Je me sens merveilleusement bien. Mais ces dépenses, elles ne sont pas typiques pour quelqu'un dans votre situation. Quel est ce poste? Eh bien,
Ton âge, ta situation. La plupart des gens de ton âge sont plus conservateurs en matière de dépenses. La plupart des gens de mon âge attendent leur mort. Il avait l'air mal à l'aise. Je m'inquiète simplement pour ton avenir financier. Mon avenir financier, c'est que je n'en aurai pas. Aucun de nous n'en aura. La seule garantie, c'est maintenant. J'ai retiré 5 000 € supplémentaires ce jour-là. Non pas parce que j'en avais besoin immédiatement, mais parce que je le pouvais. Parce que c'était mon argent, mon choix, ma vie. En rentrant chez moi par le Marais, je suis passé devant une affiche de voyage dans une vitrine. Bali. Des temples émergents de la brume de la jungle, des plages dignes de cartes postales, une culture plus ancienne que mes peurs. Je suis resté là 10 minutes, à regarder. Puis je suis entré et j'ai acheté un guide touristique. Le soir même, Luc est venu me rendre visite. Grand-mère, on peut parler? Bien sûr, mon cœur. Papa dit que tu vas en Inde. Moi aussi. Il dit que tu dépenses tout ton argent en voyage. Moi aussi. Il dit que c'est irresponsable. Il a le droit d'avoir son opinion. Luc s'est assis à côté de moi sur le canapé, sa silhouette dégingandée de 16 en se repliant sur les coussins. Je peux te dire quelque chose? N'importe quoi. Je trouve ce que tu fais cool. Cool? Inspirant. Tu nous montres que la vie ne s'arrête pas quand on vieillit. Qu'on peut encore vivre des aventures, essayer de nouvelles choses et être soi-même. Par opposition à quoi? Par opposition à juste exister. Attendre la fin. J'ai appris que les enfants voient des choses que les adultes ont oublié de voir. Ils voient des possibilités là où nous voyons des obstacles. Ils voient l'aventure là où nous voyons du danger. Ils voient une personne là où nous voyons un problème. Luc, quand tu auras mon âge, de quoi veux-tu te souvenir de ta vie? Tout. Je veux me rappeler que j'ai tout vécu, tu sais? Que je n'ai rien perdu de mon temps à avoir peur, à faire attention, à être ennuyeux. Alors tu comprends. Je comprends que tu n'es pas prêt à être ennuyeux. Je ne suis pas prêt à être autre chose que moi-même. 2 semaines plus tard, j'étais dans un avion pour Delhi. Cette fois, je n'ai prévenu ma famille qu'à l'aéroport. Non pas par colère, mais parce que j'apprenais. Apprendre que demander la permission était différent de partager des informations. Maman, tu es au accent grave? La voix de Philippe grésillait dans le téléphone. Inde. Sur le point d'embarquer pour Jaipur. Mais on ne peut pas disparaître en Inde sans prévenir personne. Je ne disparais pas. Je voyage. Il y a une différence. Et s'il arrivait quelque chose? Il se passe quelque chose. Je vis ma vie. Le Rajasthan était tout ce dont j'avais rêvé et plus encore. Les couleurs étaient inimaginables, le safran, le turquoise et l'or rose se fondaient comme des aquarelles sous la pluie. Les palais étaient des contes de fées devenus réalité, une architecture défiant la gravité et la logique. J'ai traversé le désert du Thar à dos de chameau, mes os de 73 en protestant à chaque pas, mon esprit s'envolant à chaque kilomètre. J'ai mangé du curry qui m'a fait pleurer les yeux et chanter mon âme. J'ai appris à enrouler un sari avec une femme qui ne parlait pas français et je ne parlais pas hindi, mais nous nous comprenions parfaitement. J'ai dansé à un mariage auquel je n'étais pas invité, accueilli par des inconnus qui percevaient la joie et la reconnaissaient comme universelle. À Pushkar, j'ai rencontré une femme nommée Lakmi. Elle avait mon âge, peut-être plus, et vendait des fleurs au bord du lac sacré. Ses mains étaient usées par le temps, son sari délavé, mais ses yeux brillaient de la même lumière que les miens. « Vous êtes loin de chez vous » dit-elle dans un anglais soigné. « Pas assez loin, répondis-je, et elle rit. « Pourquoi voyagez-vous seul ?»« Parce que je suis de bonne compagnie. »« Ah » dit-elle en hochant la tête. « Vous avez appris le secret. »« Quel secret ?»« On est seul et on meurt seul, alors autant profiter de sa propre compagnie entre-temps. » Je suis resté à Pushkar 3 jours, plus longtemps que prévu. Chaque matin, j'achetais des fleurs à Lakmi et les faisais flotter sur le lac en faisant des vœux. Ni pour une vie plus longue, ni pour une meilleure santé, ni pour une réconciliation avec ma famille. J'espérais plus de couchers de soleil comme celui-ci, plus de conversations avec des inconnus qui sont devenus des amis.
Encore des moments où j'ai oublié d'être prudente et me suis souvenue d'être reconnaissante. Le dernier matin, Lakmi m'a offert un petit éléphant en laiton. Pour la chance, a-t-elle dit. Et pour me souvenir? Se souvenir de quoi? Cet âge, c'est juste le nombre d'années où l'on a eu le courage de continuer à vivre. Je suis rentrée d'Inde, changée à nouveau. Pas radicalement, pas de façon évidente, mais fondamentalement. Comme l'eau qui coule sur les pierres, une eau immobile, mais différente. Philippe m'attendait à l'aéroport Charles de Gaulle. Maman. Philippe. Comment s'est passé ton voyage? Parfait. Même en voyageant seul? Surtout en voyageant seul. Nous sommes rentrés chez nous dans un silence confortable, celui qui règne après avoir tout dit et découvert que l'amour peut survivre au désaccord. À la maison, j'ai déballé mes trésors pendant que Philippe préparait le thé. L'éléphant en laiton a été posé sur ma cheminée, à côté des poteries marocaines et des textiles mexicains. Mon appartement commençait à ressembler à un musée de la joie. Maman, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Es-tu heureuse? La question était si simple, si directe, si surprenante que j'ai dû y réfléchir. À quand remonte la dernière fois où on m'a demandé si j'étais heureuse? Oui, ai-je finalement répondu. Je suis heureuse. Même si tu dépenses tout ton argent. Parce que je dépense tout mon argent. Mais qu'en est-il de l'avenir? L'avenir se déroule maintenant, Philippe. Cet instant, cette conversation, cette vie que je mène. C'est l'avenir pour lequel j'économisais. Ce soir-là, j'ai appelé mon amie Margaret à Toronto. Marie, comment s'est passée l'Inde? Ça a changé ma vie. Où allons-nous ensuite? Je pensais au Japon. La saison des cerisiers en fleurs. Parfait. Quand? Le mois prochain. Avant qu'on perde notre sang-froid. On ne va pas perdre notre sang-froid. Non, pas du tout. Mais la vie, comme je l'ai dit, est plus compliquée que les bonnes résolutions. 3 jours avant mon vol pour Tokyo, j'ai fait une chute. Ni dramatique, ni catastrophique. Une simple chute sur un trottoir accidenté, une perte d'équilibre momentanée, un rappel que la gravité n'est pas négociable. Je me suis écorché le genou, j'ai blessé mon orgueil et je me suis retrouvé assis sur le trottoir du boulevard Saint-Germain, me demandant si c'était la façon dont l'univers me disait de ralentir. Un jeune homme m'a aidé à me relever. Êtes-vous blessé, madame? Seulement ma dignité. Puis-je appeler quelqu'un pour vous? Non, merci. Je vais bien. Mais en rentrant chez moi, prudemment, testant chaque pas, j'ai senti le poids de 73 ans dans mes os. Et si je m'étais cassé quelque chose? Et si j'étais tombé à Tokyo, seul, incapable de communiquer? Et si Philippe avait raison à propos de son imprudence? J'ai appelé Margaret ce soir-là. Marie, tu as une voix bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis tombée aujourd'hui. Êtes-vous blessé? Pas vraiment. Mais j'ai peur. Peur de quoi? Peur d'aller trop loin. Peur de ralentir. Et que te dit ton cœur? Mon cœur me dit que mieux vaut tomber que de ne jamais se relever. Alors écoute ton cœur. Je suis allée à Tokyo. Non pas parce que je n'avais pas peur, mais parce que j'avais peur et que j'y suis allée quand même. Les cerisiers en fleurs étaient tout ce que les photos avaient promis, et plus encore. La neige rose tombait sur les temples anciens, les pétales flottaient sur l'eau sombre, une beauté si éphémère qu'elle me serrait le cœur. J'ai traversé les jardins de Kyoto avec mes amis, 4 femmes septuagénaires avançant lentement mais en mouvement, prenant de la place, se réclamant de la joie. Tu sais ce que j'aime dans les voyages ensemble? A demandé Suzanne alors que nous étions assis sur un banc au milieu des pétales qui tombaient. Quoi? On n'a pas à faire semblant d'être vieille. On peut être vieille et vivre des aventures. On peut être vieille et rester nous-mêmes, a ajouté Patricia. On peut être vieille et rester belle, a dit Margaret. On peut être vieille et rester en vie, ai-je dit. Le dernier soir à Tokyo, nous sommes allés dans un bar karaoké. 4 femmes âgées, chantant faux des chansons dont nous ne connaissions pas les paroles, riant jusqu'à en avoir mal aux côtes, célébrant l'absurdité et la joie d'être exactement qui nous étions. Les jeunes dans le bar nous ont d'abord regardés avec amusement,
puis avec quelque chose comme de l'admiration. Tu es trop cool, m'a dit l'un d'eux dans un anglais approximatif. J'ai 73 ans, ai-je répondu. Exactement. C'est pour ça que tu es cool. Je suis rentré du Japon avec une autre conception du courage. Le courage n'était pas l'absence de peur. C'était la présence de quelque chose de plus fort que la peur. Pour moi, ce quelque chose était la conscience d'avoir déjà perdu assez de temps à faire attention. L'appel est arrivé 2 semaines plus tard. Maman, il faut qu'on parle. La voix de Philippe était différente cette fois. Ni inquiète, ni désapprobatrice. Triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Isabelle et moi divorçons. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Non pas que je ne l'avais pas vu venir, la politesse prudente, les conversations séparées, la façon dont ils se déplaçaient l'un autour de l'autre comme des étrangers, mais parce que j'avais été trop occupé par ma propre vie pour prêter attention à la leur. Oh, Philippe, je suis vraiment désolé. On essaie de trouver une solution depuis des mois, mais on n'y arrive pas. On veut des choses différentes. Quel genre de choses différentes? Elle veut la sécurité, la stabilité, un projet d'avenir. Je veux ce que tu as. Qu'est-ce que j'ai? La joie, l'aventure, le courage de vivre sans garantie. On s'est retrouvés pour un café le lendemain. Philippe avait l'air plus âgé, fatigué, mais aussi plus léger. Comme s'il avait porté un poids et l'avait finalement déposé. Quand l'as-tu su? Ai-je demandé. Que mon mariage était terminé. Ou que je voulais autre chose? Les deux. Le mariage, probablement il y a des années. Mais je ne voulais pas l'admettre. Quant à vouloir autre chose, te regarder ces derniers mois, voir à quel point tu étais heureux, vivant, ça m'a fait réaliser que j'étais en train de vivre ma propre vie comme un somnambule. Et que veux-tu maintenant? Je veux voyager. Je veux voir le monde. Je veux me souvenir de ce que ça fait d'être excité par le lendemain. Seul? Peut-être. Ou peut-être avec quelqu'un qui comprend que la vie est trop courte pour la passer à faire attention. Le divorce s'est déroulé à l'amiable, mais difficile. Isabelle a gardé la maison, Philippe a emménagé dans un petit appartement près du mien. Les jumeaux ont partagé leur temps entre eux, s'adaptant à une nouvelle normalité avec la résilience de la jeunesse. Ça va? Ai-je demandé à Emma lors d'un de nos appels téléphoniques. Je suis triste, a-t-elle dit. Mais je suis aussi soulagée. Elles ne sont plus heureuses depuis longtemps. Peut-être que maintenant, elles peuvent l'être. Et toi? Je vais prendre cette année sabbatique. Voyager, découvrir le monde, réfléchir à ce que je veux faire de ma vie. Où vas-tu? Partout. Mais peut-être que je pourrais commencer par aller quelque part avec toi? 6 mois plus tard, Emma et moi étions dans un avion pour le Pérou. 3 générations de femmes, séparées par des décennies, mais unies par la curiosité et le courage de dire oui à l'aventure. Nous avons parcouru le chemin de l'Inca, les jeunes jambes d'Emma la portant avec aisance tandis que j'avançais lentement mais sûrement, prouvant que la détermination compte plus que la vitesse. Nous étions debout au Machu Picchu au lever du soleil, regardant la cité antique émerger de la brume matinale, et j'ai senti la présence de toutes les femmes qui nous avaient précédés, qui avaient rêvé de moments comme celui-ci sans jamais avoir eu la chance de les vivre. « Grand-mère, » dit Emma en me prenant la main. « Merci. » Pourquoi? Pour m'avoir montré que l'âge n'est qu'un chiffre. Que les rêves n'ont pas de date de péremption. Qu'il n'est jamais trop tard pour devenir qui on est censé être. Et qui es-tu censé être? Je ne sais pas encore. Mais je sais que je veux être courageuse. Comme toi. Nous étions à Cusco, en train de manger du cochon d'Inde et de rire de l'absurdité de la situation, quand mon téléphone a sonné. Philippe. Maman, où es-tu? Pérou. Avec Emma. En train de manger des choses qui te feraient horreur. Tu es au Pérou. Avec ma fille. Ta fille qui a 18 ans et qui est parfaitement capable de prendre ses propres décisions. Ma fille qui est censée être à l'université. Ta fille qui apprend à vivre. Une pause. Comment va-t-elle? Elle est magnifique. Elle est courageuse et curieuse, et elle est exactement ce qu'elle est censée être. Et toi? Je suis fière. D'elle, de toi, des choix que nous avons tous faits. Même du divorce?
Surtout du divorce. Vous êtes tous les deux plus heureux maintenant. Moi oui. Je sors avec quelqu'un. Quelqu'un qui veut voyager. Tant mieux pour toi. Elle s'appelle Claire. Elle est photographe. Elle veut documenter les cultures en voie de disparition. Alors vous vivrez des aventures ensemble. Je l'espère. Je veux apprendre à vivre comme toi. Comme quoi? Comme si chaque jour comptait. Comme si la joie était un choix. Comme si le courage était une pratique. Je suis rentré du Pérou avec Emma et j'ai trouvé mon appartement couvert de fleurs. Pas des fleurs de deuil, mais des fleurs de célébration. Des fleurs éclatantes, joyeuses et sans complexe qui emplissaient chaque pièce de couleur et de parfum. La carte disait « Bienvenue à la femme la plus courageuse que nous connaissions. Avec amour, votre famille. » Tous. Philippe, Isabelle, Luc, Emma. Même Claire, la photographe que je n'avais pas encore rencontrée. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble. Dans mon petit appartement, nous étions tous rassemblés autour de la table qu'Henri et moi avions achetée 40 ans auparavant. « Maman, » dit Philippe en levant son verre de vin. « Je veux porter un toast. »« À quoi ?»« À toi. Pour nous avoir appris que la vie est faite pour être vécue, pas seulement pour survivre. Pour nous avoir montré que l'âge n'est qu'un chiffre. Pour avoir refusé d'être autre chose que ce que tu es. Et, ajouta Isabelle, pour avoir eu le courage de nous quitter à l'aéroport. C'est la meilleure chose que tu aies jamais faite pour cette famille. La meilleure chose que j'ai jamais faite pour moi-même, corrigez-je. Pareil, dit Luc. Tu nous as montré que prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Et, dit Emma, tu nous as montré que les rêves n'ont pas de date de péremption. Claire prit la parole en dernier. Je ne te connais que depuis quelques heures, mais Philippe m'a tellement parlé de toi. De tes voyages, de ton courage, de ton refus de te laisser limiter par les attentes des autres. Et je veux être comme toi quand je serai grand. Tu as 35 ans, dit Philippe en riant. Exactement. Je commence tout juste à comprendre ce que signifie être courageux. Nous avons discuté jusqu'à minuit, préparant de futures aventures. Philippe et Claire voulaient aller en Patagonie. Luc voulait voir les aurores boréales. Emma voulait faire du bénévolat en Afrique. Isabelle voulait apprendre à peindre en Toscane. Et toi, maman? A demandé Philippe. Et après? J'ai regardé autour de la table ces gens que j'aimais, ces gens qui m'avaient blessé et qui avaient été blessés par moi, qui avaient retrouvé le chemin de l'amour par le simple fait de se laisser vivre. Je veux voir la grande muraille de Chine, ai-je dit. Je veux nager dans le lagon bleu en Islande. Je veux apprendre le tango en Argentine. Seul? Parfois. Mais aussi avec vous. Tous ensemble. Quand vous serez prêts. 6 mois plus tard, nous étions en Islande ensemble. Tous ensemble, 3 générations d'une même famille qui avaient appris à aimer l'indépendance de chacun autant que notre interdépendance. Nous nous sommes baignés dans le lagon bleu, avons joué dans la neige comme des enfants, avons regardé les aurores boréales danser dans le ciel comme des prières rendues visibles. Grand-mère, a dit Luc alors que nous étions devant notre hôtel à minuit, regardant les aurores boréales peindre le ciel de couleurs impossibles. Est-ce que tu regrettes parfois d'avoir dépensé tout cet argent en voyage au lieu de l'économiser? Regretter quoi? Voir le monde? Créer des souvenirs? Apprendre que je suis plus courageuse que je ne le pensais? Mais tu aurais pu l'économiser. Pour les urgences, pour les soins, pour nous. Luc, regarde ce ciel. Regarde ces lumières. Regarde-nous, debout ici, ensemble, témoins de quelque chose de magique. C'est pour ça que j'ai économisé. Ce moment. Cette joie. Cette vie. Mais si tu as besoin d'argent plus tard? Je m'en occuperai plus tard. Mais je refuse de sacrifier aujourd'hui pour un lendemain qui pourrait ne jamais arriver. Nous avons pris l'avion pour rentrer à la maison le lendemain, fatigués mais euphoriques, chargés d'histoires, de photos et du genre de souvenirs qui rend la vie digne d'être vécue. À l'aéroport, en attendant notre vol, Emma s'est tournée vers moi. « Grand-mère, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi ?» J'ai postulé à l'université. La Sorbonne. Relations internationales. Je veux travailler pour l'UNESCO,
contribuer à la préservation du patrimoine culturel. C'est merveilleux, ma chérie. Mais je veux aussi continuer à voyager. Je veux voir les endroits que je vais protéger. Bien sûr que oui. Et je veux que tu m'accompagnes. Dans certains d'entre eux. Quand tu pourras. J'ai regardé cette jeune femme, cette âme brillante, courageuse et curieuse qui avait quelque peu évolué depuis l'adolescente renfrognée qui m'ignorait au dîner de famille. J'adorerais ça, ai-je dit. Mais la vie, comme je le répète sans cesse, est plus compliquée que les contes de fées. 2 mois après l'Islande, j'ai fait une nouvelle chute. Cette fois, ce n'était pas anodin. Un poignet cassé, une commotion cérébrale, 3 jours à l'hôpital pendant lesquels ma famille s'asseyait à tour de rôle à côté de mon lit, me regardant avec l'expression que l'on a quand on essaie de ne pas dire « Je te l'avais bien dit ». Maman, dit Philippe quand je fus enfin réveillée et cohérente, il faut qu'on parle de ta situation. Et toi? Est-ce que tu peux vivre seule en toute sécurité? Si tu as besoin d'aide? J'ai parfois besoin d'aide pour ouvrir des bocaux. J'ai besoin d'aide pour atteindre les étagères hautes. Je n'ai pas besoin de baby-sitter. Mais et si tu tombes à nouveau? Et si tu n'arrives pas à te relever? Et si je meurs? Philippe, j'ai 74 ans. Je vais mourir. Peut-être demain, peut-être dans 10 ans, mais certainement un jour. Et quand ce sera le cas, je veux mourir en sachant que j'ai vécu. La conversation a duré des jours. Philippe voulait que j'emménage avec lui et Claire. Isabelle pensait que je devrais envisager une résidence assistée. Les jumeaux pensaient que je devrais installer un système d'alerte médicale. Tout le monde avait son avis sur ce qui était le mieux pour moi. Sauf moi. J'ai pris ma décision un mardi. J'ai appelé mon agent immobilier et j'ai mis mon appartement en vente. J'ai appelé Madame Dubois à l'agence de voyage et je me suis renseigné sur les forfaits de voyage à long terme. J'ai appelé ma banque et j'ai liquidé mes investissements restants. Ensuite, j'ai appelé ma famille. Je vends l'appartement, ai-je dit à Philippe. Maman, c'est merveilleux. Tu emménages avec nous? Non. Je pars à la découverte du monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je vais voyager. De façon permanente. Ou du moins jusqu'à ce que je ne puisse plus. Silence. Maman, tu ne peux pas juste vivre à l'hôtel. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas pratique. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas ce que tu choisirais. Mais c'est ce que je choisis. L'appartement s'est vendu rapidement. 50 ans de vie, réduits à des cartons, des souvenirs et à l'arithmétique difficile de ce qu'il fallait garder et de ce qu'il fallait laisser. J'ai gardé les photos, les lettres, les petits trésors de mes voyages. J'ai gardé la montre d'Henri, le collier de Claudette, les dessins de mes enfants quand ils étaient petits. J'ai gardé l'éléphant en laiton d'Inde, la poterie marocaine, les textiles mexicains. Tout le reste est allé à des œuvres caritatives, à la famille ou à des inconnus qui l'auraient aimé plus que moi. Pour ma dernière nuit dans l'appartement, je me suis assise par terre dans le salon vide, entourée de valises et des fantômes de 40 ans. Philippe est venu prendre de mes nouvelles. Tu es sûre, maman? J'ai peur, ai-je dit. Mais j'en suis sûre. Et si tu tombes malade? Et si tu as besoin d'aide? Alors je m'en occuperai. Comme j'ai géré le veuvage, comme j'ai géré la mort de ton père, comme j'ai géré l'abandon à l'aéroport. Tu ne seras pas seule cette fois. On sait mieux maintenant. Je sais. Mais je sais aussi que je suis assez forte pour affronter tout ce qui arrive. Il s'est assis à côté de moi par terre. Où vas-tu aller en premier? La Nouvelle-Zélande. Je veux voir les fjords, rencontrer les Maoris, apprendre le saut à l'élastique. Tu veux faire du saut à l'élastique? Je veux faire tout ce que je n'ai jamais fait. Tant que je le peux encore. Et après la Nouvelle-Zélande? L'Australie. Puis peut-être retourner en Asie. Le Vietnam, le Cambodge, des endroits que je n'aurais jamais imaginé voir. Pour combien de temps? Tant que l'argent dure. Tant que mon corps tient le coup. Tant que je suis encore curieux de ce qui m'attend. Nous étions assis dans un silence confortable, père et fille, liés par l'amour et l'histoire, et la compréhension que parfois, la meilleure façon de s'accrocher à quelqu'un est de le laisser partir. Je suis fier de toi, dit-il finalement. Pourquoi?
pour avoir été plus courageux que nous tous. Pour nous avoir montré ce que signifie vraiment vivre. Je ne suis pas courageux, Philippe. J'en ai juste assez d'être prudent. Pareil. Le lendemain matin, j'ai pris un taxi pour l'aéroport Charles de Gaulle. Cette fois, ma famille m'a accompagné. Non pas pour voyager, mais pour me dire au revoir. Envoie-nous un SMS à l'atterrissage, dit Emma en me serrant fort dans ses bras. Envoie des photos, ajouta Luc. Sois prudente, dit Isabelle, puis elle se reprit. Je veux dire, sois heureux. Sois toi-même, dit Philippe. Ça suffit. Je suis monté seul dans l'avion, une valise et un sac à dos remplis de rêves. L'hôtesse de l'air, une jeune femme au regard bienveillant, m'a aidé à ranger mon sac. Voyage seul, a-t-elle demandé. Voyage libre, ai-je corrigé. J'écris ceci depuis Kingston, en Nouvelle-Zélande, assis au bord d'un lac qui semble avoir été peint par quelqu'un qui n'en a jamais vu de vrai et qui a dû inventer une beauté impossible. Demain, je fais du saut à l'élastique. À 74 ans, je vais me jeter d'un pont et croire que la corde me rattrapera. C'est une métaphore parfaite de la façon dont je vis depuis ce jour à l'aéroport. Mon téléphone vibre de messages de ma famille. Emma, qui commence son premier semestre à la Sorbonne, je pense à toi, grand-mère. Je vis ma vie à fond parce que tu m'as appris. Luc, candidat à l'université, votre courage est contagieux. Je postule pour étudier à l'étranger. Philippe, qui prépare un voyage en Patagonie avec Claire, merci de m'avoir montré que l'amour ne se résume pas à la sécurité. Il s'agit d'être en vie. Isabelle, qui suit des cours de peinture, j'apprends à revoir la beauté. Merci pour la leçon. J'ai assez d'argent pour peut-être 2 années de voyage supplémentaires. Peut-être moins si je continue à manger dans de bons restaurants et à séjourner dans des hôtels avec vue sur l'océan. Peut-être plus si je fais attention à mes dépenses. Mais je ne ferai pas attention. Je serai reconnaissant. Reconnaissant pour chaque lever de soleil, chaque conversation avec des inconnus, chaque moment d'émerveillement. Reconnaissant pour la famille qui a appris à m'aimer tel que je suis plutôt que tel qu'elle pensait que je devrais être. Reconnaissant pour le courage de choisir la joie plutôt que la sécurité, l'aventure plutôt que la sûreté, la vie plutôt que l'existence. Ils m'ont laissé à l'aéroport, ignorant que j'avais payé le voyage. Alors j'ai fait le voyage. Et j'ai continué à faire des voyages. Et j'ai découvert que le meilleur investissement que l'on puisse faire est dans son propre bonheur. Que la plus grande sécurité est de savoir que l'on a vécu pleinement. Que la chose la plus pratique que l'on puisse faire est de suivre ses rêves avant qu'il ne soit trop tard. Le saut à l'élastique est demain. Je n'ai pas peur. Je suis prêt. Prêt à voler.